Quand tu fais quelque chose, fais-le à fond ou le fais pas du tout en fait. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Cette semaine, j'accueille Nicolas Malignure, cofondateur de 2 chaînes de télévision, O5 et Au Calme TV, qu'il a monté avec l'artiste Booba. Nicolas nous parle de son parcours de basketteur professionnel, passionné de musique, qui, frustré de se voir refuser la diffusion de ses clips sur les télévisions et radios, a décidé de créer sa propre chaîne télé. Il nous raconte aussi comment sa persévérance lui a ouvert les portes du CSA et des opérateurs, ainsi que les préparatifs à l'arrache du lancement de sa chaîne, quelques jours seulement avant le démarrage de la diffusion. On parle aussi de sa rencontre avec Booba et la naissance de son 2e projet, Au Calme TV. On aborde les thèmes de l'importance d'une marque forte pour un média, ainsi que d'une communauté engagée pour diversifier ses activités. Bonne écoute. Salut Nicolas. Salut Simon. Merci de m'accueillir ici. Donc en fait on est chez O5, dans les locaux d'O5 à la Cité du Cinéma. C'est ça. Pour les auditeurs qui connaissent pas, en fait, la Cité du Cinéma, c'est un espace où il y a il y a des sociétés de production, il y a des chaînes de télé, il y a des studios. C'est ça. Et c'est assez sympa parce que c'est un super spot. Je sais pas c'était quoi, c'était une ancienne... C'était une ancienne usine EDF, il me semble. Ouais, avant. c'est ça, ouais. Voilà. Et qu'ils ont bien remis au goût du jour et c'est franchement super chouette. Il y a une école de ciné aussi. C'est ça. Donc merci de nous recevoir ici. Merci à toi. En fait, je suis super content de t'avoir parce qu'en fait, déjà on se connaît et en plus, moi en fait, quand j'étais plus jeune, en fait, je regardais beaucoup la télé et les anciennes télé, tu vois, thématiques, tout ça. Et en fait, j'ai toujours eu l'envie de monter une chaîne de télé. Okay. Franchement, quand j'étais petit, c'était mon truc, tu vois. Et construire la ligne édito et tout. Et donc toi, t'es le fondateur donc, d'O5 TV et même d'Au Calme TV, cofondateur. Donc toi, tu l'as fait. Voilà. Donc tu vois, pour en parler, ça m'intéresse vachement. Et puis ça intéressera sûrement des gens qui ont envie de créer des médias, qui ont envie de travailler autour des médias. Donc on va parler de ça. Donc du coup, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi aussi, quand tu étais plus jeune, tu as toujours eu envie de créer un média? Ou en fait, est-ce que c'est plutôt un truc, ça t'est arrivé dans ton parcours, en fait, c'est un peu par hasard? Alors, ça m'est arrivé, je dirais, dans mon parcours. Quand j'étais plus petit, à la base, je voulais être basketteur professionnel, ce que j'ai été un court instant, mais j'ai pas été en NBA, c'était ça mon but. J'ai commencé le basket très tôt, à 13 ans, j'ai joué jusqu'à l'âge de 19 ans. Après, j'ai eu un petit parcours aux États-Unis où j'ai intégré une université américaine là-bas, puis canadienne. Et je suis rentré en France, c'était en 2004. Et j'ai joué une saison à Bastia et puis ensuite de ça j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai eu un petit garçon. D'accord. Et que c'était compliqué pour mon agent de trouver une place en crèche et là c'est compliqué pour tout le monde, donc je me suis dit bon, je vais essayer de faire ce que j'aime. À part le basket, qu'est-ce que j'aime? Je me suis tourné vers la musique. Donc j'ai monté mon label Oyas Records. Et de là, chance ou pas, j'ai eu des bons scores tout de suite avec Jesse Matador que j'ai signé. C'était à l'époque de Décalé Guada, donc on a fait l'Eurovision, on a fait pas mal de choses ensemble. Je me rappelle. J'ai signé les jumeaux Célessao, ça m'a ouvert un petit peu toutes les portes dans l'industrie musicale. Et comme j'aime bien être un petit peu foufou, voyant que certaines télés refusaient de diffuser certains de mes clips, je me suis renseigné comment monter à la base une radio. Ok. Donc j'étais au CSA et il y avait un formulaire pour monter une chaîne de télévision alors que j'étais venu à la base pour monter une radio. Ah ouais? Donc j'ai pris le formulaire comme ça tout innocemment et ça m'a pris à peu près 2-3 ans d'entretien avec les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pourquoi vous voulez monter une chaîne de télévision? Qu'est-ce que votre chaîne va apporter en plus au PAF? Ta chaîne, ou ta radio initialement, ou ta chaîne, c'était quoi la thématique? C'était alors c'était une la thématique, musique ou c'était plus général? C'était une thématique musicale, Ouais. mais
plus généraliste que ce que j'étais amené à produire par le passé. Je produisais beaucoup de titres assez soleil, assez festifs. C'était des titres que j'aimais faire, mais c'est pas forcément mon ADN musical qui était plus tourné vers tout ce qui était hip-hop US, tout ce qui était soul music, R&B et autres. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de monter un média avant-gardiste, être prescripteur sur l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis, mais dont on n'a pas accès en France, en fait. Avec un angle un peu français aussi. C'est ça. Et d'accord. Et du coup, en fait, est-ce que le fait, par exemple, d'être parti aux États-Unis, si t'étais dans le sport à l'époque, est-ce que t'as consommé les médias là-bas différemment? Est-ce que t'as vu des choses qui t'ont inspiré, ou en fait Alors, ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qui est entertainment, en fait, tout ce qui est divertissement. C'est-à-dire, j'étais vraiment, j'étais à New York et j'étais vraiment ébloui par tout ce qui peut se passer au terme de musique, de cinéma, de sport. Tout est fait pour le show là-bas, en fait. Et j'ai voulu retranscrire ça en France, en montant ce média-là. Et donc, du coup, je vais parler de ce projet-là à tous les opérateurs un par un, et ils ont tous adhéré. Et puis, avant même de l'avoir créé, en fait, je sais pas, si des gens écoutent, c'est la démarche pour toi, c'était plutôt on fait et ensuite on voit comment on se fait connaître. Ça. Ou est-ce que d'abord on va aller parler à tout le monde pour comprendre s'il y a un besoin, je sais pas, si tu vas voir un opérateur comme Free ou Orange, est-ce qu'ils vont te dire là aujourd'hui on a un besoin sur ce type de contenu, ou est-ce que non, en fait tu prends le problème à l'inverse et en fait tu vas créer d'abord. Alors c'est peut-être un défaut, mais j'ai pris le problème à l'inverse. En fait, ça veut dire j'ai fait sans me soucier de si ça allait fonctionner ou pas, si on allait me dire oui ou non. Donc, j'ai été voir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc j'ai eu la convention. Ensuite de ça, quand j'ai eu la convention, avant même de monter la chaîne, j'avais aucune équipe. J'ai été voir chaque opérateur en leur disant « Ok, j'ai une nouvelle chaîne de télévision, ça s'appelle O5 ». Alors que j'avais 0 heure de contenu, j'avais rien du tout. J'avais pas d'équipe, j'étais moi et moi-même. Et puis, j'ai réussi à convaincre tous les opérateurs. Et une fois que j'ai convaincu tous les opérateurs, ils m'ont donné une date de diffusion. Mais j'avais 0 contenu. J'étais à poil. C'est-à-dire que j'avais pas de droit de diffusion de la SACEM ou de la SPPF. J'avais rien du tout. T'avais rien. T'avais juste une autorisation du CSA de créer une chaîne, enfin de diffuser une chaîne. Ça. Et les opérateurs qui t'avaient dit c'est bon. C'est bon. Si t'as une chaîne, enfin on diffuse ta chaîne. Voilà, on diffuse ta chaîne tel jour. C'est incroyable. Mais c'était combien de temps en avance, t'avais combien de temps? J'ai eu 2 mois, pas plus. C'est incroyable. Donc j'ai eu 2 mois pour constituer l'équipe. J'ai eu 2 mois et je remercie encore cette équipe parce que sans cette équipe-là, O5 n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc j'ai eu 2 mois pour constituer une équipe. Ils étaient tous au taquet. Et puis voilà quoi. Récupérer les contenus, c'est ça? Récupérer les contenus, produire du contenu, acheter le matériel nécessaire à la production du contenu, trouver les locaux. J'ai une petite anecdote qui me fait bien rire et je pense que ça fera sourire Johan Pratt, avec qui j'ai collaboré sur O5. C'est-à-dire que au lancement d'O5, c'était le 10 octobre. C'est quelle année? C'était en 2010. Ouais, d'accord. 12 octobre 2010. Pas de bureau. Pas de bureau, rien. On était en caleçon chez moi avec mon fils qui me regardait. Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'étais assis sur mon canapé avec Johan Pratt. On était sur un logiciel de programmation à l'époque qui s'appelait, je crois, Kiro. Kiro. Et on comprenait rien du tout. Et on voyait que le temps se rapprochait pour la diffusion des SFR. On devait envoyer le flux, en fait. Mais on pouvait pas faire... on avait du mal à faire la playlist. On se grattait la tête. Et finalement, on a réussi. Et on a envoyé la playlist à l'opérateur, 1 heure avant la diffusion, en fait. Si d'accord, ok. Et mais c'était un moment que je me souviendrai toute ma vie parce que c'était super excitant. Et 1 heure après, on a vu que la chaîne était en télé, quoi. Et on était en caleçon débardeur. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est incroyable. Enfin, aujourd'hui, peut-être pour certaines personnes, ça paraît... la télé, c'est un peu vieux média. Maintenant, faut créer sa chaîne sur YouTube. Faut créer... il y a Netflix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, nous, la télé, il y avait peu d'espace. Il y avait peu de chaînes, même s'il y en avait quand même 50, 100. Mais d'avoir son contenu sur une chaîne, c'était incroyable, quoi. Ah ouais, mais c'était incroyable pour nous. C'était une super aventure.
Franchement, c'était un sentiment indescriptible. Ce 10 octobre, là, avec sur mon canapé en caleçon, à côté de Johan et tout ça, c'était super, quoi. Et tu t'es pas dit, fait qu'il n'y ait pas un bug non, tu te pensais même pas. Franchement, profiter du moment. Après, Johan, il a fait le travail pour réunir toute l'équipe. Et c'était quoi le premier contenu qui est passé, du coup? Tu te rappelles ou pas? Alors, c'était un clip. C'était des clips, en fait. C'était que des clips à la base. On est parti que sur des clips. Et puis après, on a pu travailler sur d'autres contenus autres. On a commencé à... Ah non, il y a aussi un deuxième moment aussi que j'ai bien aimé, c'est que Johan m'a dit viens Nico, maintenant il faudrait qu'on lance des soirées. Je fais on sait même pas s'il y aura du monde. Donc on vient de lancer la chaîne, là, il y a même pas 3 jours. On fait une soirée, on sait même pas si on nous connaît, s'il y a du monde. Et c'était dans le 13e sur les quais, en fait, sur les quais de Seine. Et là, on avait trouvé un petit espace et tout avec... un petit stand d'une personne qui était là tout l'été, en fait, qui vendait de l'alcool, des bières et autres à des passants. On s'est dit, est-ce qu'on peut organiser une soirée avec vous et tout? Il a dit, il y a pas de souci. Vous attendez combien de monde? Franchement, on sait pas, quoi. On sait pas. On a lancé une chaîne de télé la semaine dernière. On sait pas combien il y aura de monde. Quand on a vu le monde arriver le soir, on s'est regardé avec Yoann, on fait, ils sont sérieux, là, les gens, ils vont où, en fait, là? Ils venaient pour la soirée et on était peut-être 1000 ou un truc comme ça, de dingue. Et si bien que le responsable, c'était une petite brasserie là, un petit truc, il était obligé de rappeler du personnel qu'il avait dit non mais on fait un petit truc ce soir, vous pouvez rentrer chez vous, il y aura pas grand monde. Il a dû rappeler son personnel, il a dû passer des commandes de bouteilles et tout, et c'est là qu'on a vu vraiment l'impact d'O5 à la télévision en fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que et vous avez fait de la promo du coup sur la chaîne? On a fait de la promo sur la chaîne, en fait. Du coup, en fait, c'est là que tu vois le pouvoir, l'influence que tu peux avoir. On n'avait même pas encore de page Facebook à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait quasiment pas. Enfin, ça venait d'arriver, en fait. Et par contre, tu as vu l'impact immédiat de la télé, du média télé sur votre audience. Et du coup, d'abord SFR ou simultanément plusieurs opérateurs? Tout s'est enchaîné en même temps. Ça a été d'abord SFR. Une semaine après, c'était Free. 3 semaines après, c'était Orange. 2 semaines après, c'était Bouygues. En gratuit? En gratuit, oui. Donc en gratuit. Donc quand vous êtes parti, j'imagine que vous aviez pas d'idée. Enfin, vous aviez à peine des grilles de programme. Est-ce que vous aviez une idée de la façon dont vous allez monétiser, ou en tout cas votre modèle économique? Parce que si vous êtes sur du gratuit, c'était probablement de la pub. On était naïfs. Moi, j'ai jamais fait d'études dans les médias, tu vois. J'ai toujours voulu créer ce que j'ai envie de créer. Johan, pareil, il avait pas, lui, c'était quoi son background? Son background, Johan, il avait un petit collectif, il faisait des sites internet et autres. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et donc j'avais décidé de collaborer avec lui. Et je me souviens, 2 mois avant le lancement de la chaîne de télé, j'avais déjà la convention. Je lui avais donné rendez-vous. Je le connaissais pas, on avait un ami en commun qui s'appelait Johan Guérini. Je lui ai dit, j'aime bien ce que fait ton collectif et tout, qui est à la tête de ça. Il me dit, c'est Johan Prat. J'ai fait, ok, est-ce que je peux le rencontrer? Il me dit, pourquoi? Je lui dis, là, j'ai eu la convention pour monter une chaîne de télévision et tout ça, mais j'aimerais bien le rencontrer parce que j'aimerais bien collaborer avec vous. Et donc, je lui donne rendez-vous à UGC à Bercy, parce que je sortais du cinéma et on s'était vu là-bas. Et on a parlé très brièvement. Je lui ai dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais. J'ai eu l'accord pour monter une chaîne de télévision. Il m'a regardé avec des gros yeux, genre, celui-là ou quoi? Et grosso modo, j'ai 2 mois pour la monter, la chaîne. Et là, il m'a dit, t'es sérieux, là? J'ai fait, mais je te rappelle dans 1 mois et demi, te dire quand j'ai la date exacte, en fait, de diffusion. Donc, en fait, Yoann, il était au courant 2 semaines avant la diffusion. Et il m'a dit, mais Nico, t'es malade ou quoi? Et on se connaissait à peine, en fait. Et, mais c'était un grand moment et... mais ça paraît incroyable comme histoire, parce que c'est vrai qu'avoir effectivement la licence, je sais pas comment tu l'as eu au final. Au bout de 2-3 ans, en fait, c'est commission sur commission. Donc c'est en fait pour les gens qui écoutent et qui peut-être ça intéresse, c'est quoi les étapes en fait quand tu veux avoir une chaîne de télé sur un réseau? Comment tu fais? Tu vas voir le CSA, tu déposes une demande. C'est ça. Ensuite, ils font des entretiens. D'abord, ils se consultent en interne pour voir si ton projet est viable ou pas. Ils te demandent un business plan, plus un business plan plus approfondi, plus une présentation de la chaîne, plus une grille de programme qu'on n'avait pas. Mais bon, on a bricolé un petit peu. Hein. Le monde du ça m'appelle. Écoute. Et plus avoir des garanties financières. Chance pour moi, j'avais déjà un petit peu d'argent de côté avec la musique.
Et mais pas des masses. Le budget de la chaîne, c'était 100 000 euros. À l'année. À l'année. C'est fou. Les coups de grille, 100 000 euros, c'est très peu. C'est ça. Pour des gens, ça paraît énorme, mais pour une chaîne de télé, c'est très peu. C'est très, 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 très peu. Et au bout de 5-6 entretiens, là, la convention a été accordée. Et puis, avec cette convention-là, j'ai pu aller voir les opérateurs. Parce que sans cette convention, on peut pas lancer de chaîne de télé. Alors, ça, c'était avant. Ouais. Maintenant, il y a d'autres astuces. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, je dirais, presque tout le monde peut lancer une chaîne de télévision. Ça veut dire, ça dépend de la législation, si c'est une société étrangère ou pas. D'accord. Tu peux te rapprocher des opérateurs pour lancer ta chaîne. Ah oui, d'accord, ok. Ok, si ta société, elle est sur un autre pays, t'as pas les mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que je te donne un ordre d'idée. Il y a des chaînes de télévision américaines qui viennent s'implanter en France, mais qui n'ont pas forcément la convention française parce qu'elles sont pas soumises à des quotas ou autres en termes de production audiovisuelle. Par contre, tu as des comptes à rendre au CSA. Après, si une fois qu'ils t'ont donné l'accord, tu as des comptes à leur rendre tous les ans. C'est ça. Ouais, sur ce que tu as diffusé. Ce que tu as diffusé. Voilà, c'est ça. Et d'accord. Et par contre, tu peux avoir un agrément CSA pour une chaîne de télé ou un projet et ne jamais être diffusé en fait. Si t'as pas d'accord, si personne. Si t'as pas d'accord avec les opérateurs, si t'as pas d'accord avec un opérateur, tu peux avoir toute ta convention, mais s'il n'y a pas d'opérateur qui estime que ta chaîne peut leur apporter quelque chose en plus à leur offre, non, là c'est compliqué. Et donc du coup, si on reprend un peu le fil, donc vous avez lancé, etc. en octobre 2010 du coup. C'est ça. Ensuite, vous avez commencé à développer vraiment avec une équipe, structurer un peu la chaîne. C'était quoi un peu les profils? Il y avait principalement c'était des journalistes, il y avait des gens à la programmation. Alors les profils, c'était un petit peu multitâche. Était tous multicasquettes. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que moi je faisais de la programmation. Johan faisait de la programmation. Je m'y connaissais pas en tout ce qui est infographie et autres, donc c'était Johan Guérini qui s'en occupait. On faisait tout. Johan produisait les soirées. On était tous multitâches. Et vous avez fait de la production de contenu assez rapidement, ou au début vous diffusiez uniquement des clips ou des contenus on a fait de la production de contenu assez rapidement. C'était principalement des interviews. Ok. Des documentaires. On a fait pas mal de brand content, que ce soit avec Nike, Adidas, Vans. Ensuite de ça, on a été contacté par Air France pour être diffusé sur les vols Air France. Donc là, comment ça s'est passé? C'est Air France qui vous a contacté? Oui, c'est ça, qui cherchait à élargir leur offre, en fait, leur offre éditoriale, en apportant du contenu un petit peu lifestyle, urbain chic, comme ils aiment bien dire. Ouais, ok. C'était ça le positionnement urbain chic. Voilà. Ok. Et là, donc là, ça commençait à prendre, en fait. Vous aviez... Là, ça commence à compter. Les opérateurs, ils vous donnaient des retours sur les audiences. Sur les audiences, etc. Ils étaient contents. Voilà. Et on a la première année, comme on a souscrit à Médiamétrie, on l'a pris qu'une fois parce que c'est comme 120 000 euros l'année. Donc on l'a pris une fois sur 6 mois, donc c'était 60 000 euros. Et on était surpris de voir qu'on n'était pas loin de tout ce qui peut être Trace TV, Énergie et autres. En audience. En audience, on était vraiment pas mal. Et c'est là qu'on a pris conscience vraiment du retour de la chaîne, en fait. Ouais. Et d'accord. Et à ce moment-là, vous aviez pas de... Est-ce que les opérateurs ou même votre communauté, est-ce qu'ils vous faisaient des retours sur les contenus de ce qu'ils voulaient voir? Est-ce que vous preniez en compte ces retours? Alors, on n'a jamais eu de retour, même jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'ils voulaient voir, parce qu'on s'est toujours positionné en tant que média prescripteur. Ça veut dire on annonçait vraiment les tendances de demain. Et on était vraiment avant-gardiste là-dessus. On l'est toujours, dans la mesure où aujourd'hui, j'ai envie de te dire que les médias traditionnels, ils sont pieds et mains liés avec les maisons de disques, en fait. Ils ont des accords avec ces derniers. Et nous, on va à la source aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis ou même en Asie, on diffuse un petit peu tout, même en Angleterre. C'est-à-dire, on est en contact direct avec les managers ou les artistes qui nous envoyaient même déjà leurs clips, avant même que ce soit sur YouTube des fois. Donc, le temps que la maison de disques Universal aux États-Unis envoie le clip à la maison de disques Universal en France, la maison de disques Universal en France envoie à la radio, que ça passera en télé seulement si le titre passe en radio.
Bah, il s'est déjà écoulé 8 mois en fait. Ouais. Donc là, tu as eu le temps de toi voilà. de prendre l'espace et de. C'est ça. Ok. Et donc, suite à ça, comment ça a évolué après? Est-ce que vous avez fait des, je sais pas, est-ce que vous avez fait des erreurs ou est-ce qu'il y a des choses que tu referais pas aujourd'hui? J'ai appris de mes erreurs. Ouais, j'ai fait pas mal d'erreurs, surtout managériales. Forcément. Ouais. Qui a coûté à ce que une partie de l'équipe parte en fait, grosso modo. Ouais. Ils ont montré leur propre média qui s'appelle Yard. Mais voilà, c'était un mal pour un bien en même temps. Je pense qu'on a appris des deux côtés. Ouais. Mais voilà, ça reste une belle aventure et aujourd'hui, O5 continue et on est en train de se développer. Ouais. Différemment, on va dire. D'accord. Je pense qu'on va y revenir juste après. On va y revenir après parce que c'est intéressant effectivement. Aujourd'hui, la marque O5 et ce que vous en faites et ce que vous allez peut-être en faire aussi, c'est en réflexion, je pense, mais c'est intéressant. Je pense qu'on va rapidement en reparler après. Et en parallèle de ça, c'est intéressant aussi parce que t'as cofondé une autre chaîne qui s'appelle Au Calme TV. C'est ça. Peut-être tu peux nous en parler. Donc c'est avec Booba. Avec Booba, l'artiste Booba. Comment ça s'est fait en fait et parce qu'il y a un média aussi qui s'appelle Au Calme, qui est disponible sur une plateforme en ligne avec du contenu internet, etc. Vous avez vraiment monté la chaîne télé en fait, c'est ça? C'est ça. Alors, faut savoir qu'on était à cette époque-là à cette époque, c'est pas il y a pas si bien longtemps que ça. C'était en mars 2016 et avec un de mes collaborateurs qui s'appelle Fabien Pugliese, avec qui m'a suivi depuis les débuts sur O5 et autres. On recevait plein de clips de rap français. Et on les diffusait pas tous, en fait, parce qu'on était vraiment très attachés à l'image d'O5 et on voulait vraiment que ce soit en adéquation avec la ligne édito d'O5. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une antichambre, créer une chaîne 100% rap français, parce qu'on avait pas mal de demandes. Et donc, du coup, c'est venu aux oreilles de Booba, que j'ai rencontré et on s'est dit écoute, il m'a dit écoute Nico, plutôt que monter ton truc de ton côté, viens on monte mon truc au KLM TV et puis moi je pousse le truc et puis on avance comme ça ensemble et il s'avère qu'on a eu le meilleur démarrage de Free devant Beansport, le meilleur lancement de l'histoire de Free. Ouais, comment ça s'est fait un peu t'as des histoires autour de Free, comment ça s'est négocié ou si vous avez utilisé Booba entre guillemets sa notoriété, comment ça s'est fait en fait? Alors au niveau de Free, ça s'est fait assez facilement. Je connais personnellement Xavier Niel, donc je lui ai parlé du projet. Et quand j'ai dit à Booba aussi, écoute, je vais te organiser un rendez-vous avec Xavier Niel, comme ça on va parler du projet. Il m'a dit, Nico, t'es sérieux là? J'ai fait, ouais, pourquoi? Je suis très sérieux. Et donc, il est arrivé en bas de chez Free. Il m'a dit, non, mais là, on va vraiment voir Xavier là. Je fais, oui. Ouais. Donc, on est monté tout en haut de chez Free. On a fait le rendez-vous avec Xavier. Ça s'est super bien passé. Et ouais, on a eu le meilleur démarrage de Free. Tout le monde était content. Ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, je regrette rien. Donc, c'est une chaîne payante. Ouais, c'est une chaîne payante. Sur abonnement. C'est combien aujourd'hui? Elle est dispo que sur Free, c'est ça? Alors non, elle est dispo sur Free. Elle est dispo sur SFR et sur Orange. Ok. Si je ne m'abuse. Et donc le contenu, c'est donc très du coup branché. C'est pas que musique. Alors c'est pas que musique. Au début c'était très musical, très branché rap français. Puis après on a ouvert un petit peu plus à tout ce qui est rap US. Et on a ouvert aussi sur du contenu sport. Et il y a pas mal de documentaires aujourd'hui qui sont autoproduits. Et voilà. C'est vraiment à l'image, on va dire, de l'univers de Booba. D'accord. Et il n'y a pas de pont aujourd'hui entre les deux chaînes de télé. Il y a aucun elles ont chacun leur positionnement. Il n'y a aucun lien juridique. Elles sont chacun leur positionnement, chacun leur entité. Et surtout, donc, même juridiquement, il y a donc OKLM.com, qui est une entité à part entière. Il y a OKLM Radio, qui est une entité à part entière. Et tu as OKLM TV, qui est aussi une autre entité. Et d'accord. Et les contenus, donc les contenus télé, c'est vraiment très généraliste. C'est très généraliste et qui s'occupe aujourd'hui, par exemple, de la programmation ou en tout cas de sourcing des contenus, ce genre de choses. Alors ça pourra
paraître étrange à certains peut-être auditeurs, mais c'est Booba en fait qui est très à cheval sur chaque clip qui passe sur KLM TV, donc il participe beaucoup à la programmation. Mais sinon, toute la programmation est faite par Romain et Hakim qui font un super travail là-dessus. Et donc voilà, moi j'étais plus intervenu dans l'idée de monter la chaîne. Et toi, tu avais l'expérience en fait de la chaîne télé, comment on monte, comment on va chez les opérateurs. Voilà, c'est ça. La distribuer, j'ai fait ma part du travail. Aujourd'hui, j'en suis actionnaire et président, mais je suis moins sur la partie opérationnelle. Ouais, bien sûr. Donc pour l'instant, ça tourne bien. Et... C'est ça. Ok, c'est super intéressant. On est diffusé en Afrique, sur Canal+. Exact. On a des très bons retours là-bas également et on est très contents. Ouais, bah c'est une belle marque qui a été créée et du coup c'est bien qu'il y ait aussi un média de télé. Même si c'est toujours les médias traditionnels, ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais ça continue, les gens continuent de les regarder, donc c'est super intéressant. Ok, super intéressant. Du coup, là aujourd'hui, enfin, ta vision, toi, aujourd'hui, des chaînes télé, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, et puis tu vas me dire, mais O5, par exemple, c'est une marque qui a été créée aujourd'hui, vous avez quand même une communauté qui est assez énorme. Moi, et je rencontre beaucoup de gens qui connaissent, même si c'est des chaînes qui étaient, je sais plus quel numéro, sur la box, il y a beaucoup de gens qui connaissaient, en fait, qui aimaient bien ce côté, effectivement, précurseur, je vais trouver les nouvelles tendances, etc. Et vous avez aujourd'hui une grosse communauté. Et ce que moi, je trouve super intéressant dans la marque, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous organisez beaucoup de soirées, en fait. C'est ça. Des soirées au Five. On a fait toute la France. Sur toute la France. Il y a énormément, dès que vous organisez une soirée, c'est complet. Et en fait, moi, ça m'intéresse ces modèles-là parce que est-ce que, en gros, aujourd'hui, tu crées ton média, ça peut être un média qui va naître, qui va créer une marque. Et ensuite, autour de cette marque, vous pouvez créer un univers, en fait, et faire des soirées. Il y a peut-être certainement des médias qui font du merchandising. C'était pas voulu au début, mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça qui est en train de se faire. On a développé tout un côté merchandising où on faisait aussi, dans nos propres soirées, on vendait des t-shirts, des hoodies, des casquettes et autres. Et on a réussi à fédérer vraiment une grosse communauté autour de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a organisé notre première soirée internationale, c'est il y a pas longtemps. On l'a fait le mois dernier au Canada, à Montréal. Super. Et ça s'est très bien passé. Et on en est très content. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de développer tout un pôle autour de la marque O5, que ce soit sur du merch, que ce soit sur des soirées, que ce soit sur du contenu, sur des séries et autres, des documentaires et autres. Ouais, donc d'être assez généraliste et après, mais partir de votre communauté, c'est quand même super intéressant. Il y a peu de marques aujourd'hui qui peuvent avoir des communautés, qui peuvent. Après, donc là aujourd'hui, vous êtes moins diffusé chez les opérateurs. Oui, on est moins par choix. Ok. Qu'est-ce que je sais que c'est en réflexion aujourd'hui, mais c'est quoi comment tu t'envisages un peu la suite pour O5 là, je suis plus en pleine réflexion. J'étais en pleine réflexion avant, à savoir, demain, c'est quoi le virage dans les médias. C'est-à-dire que avant, il y avait, j'ai remonté à très très loin. Il y a eu le Minitel, il y a eu les ordinateurs. La télé, c'est la même chose, ça vient évoluer. Et c'est quoi la prochaine évolution, en fait? Et O5, c'est un média avant-gardiste, donc j'essaye toujours d'avoir un pas d'avance sur ce qui va se créer, sur ce que sera demain, le média de demain. Donc c'est en cours. On a de gros projets, des grosses ambitions qui sont en cours. Et on espère que le public nous suivra sur ces projets-là. Sur ces projets-là, d'accord. Et évidemment, l'intérêt aussi de votre marque, c'est qu'elle est, aujourd'hui, elle est en France. À un moment, vous étiez un peu diffusé aussi à l'international. C'est ça. Donc vous avez quand même une communauté, même si elle est principalement française. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'être assez international. C'est ça. On l'a vu, notamment quand on a fait la soirée à Montréal, en fait. Il y avait 2000 personnes, 2000 Canadiens qui connaissaient déjà la chaîne. Incroyable. Donc, on a une communauté internationale qui nous suit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Facebook. Donc, ça fait Canada, Paris, un petit peu l'Asie, un peu Londres, l'Allemagne. On est diffusé au Portugal. Ouais, super. Mais voilà, c'est clair qu'on est suivi à l'international, donc on essaye de s'élargir, ne plus se baser que sur la France,
Mais vraiment, le projet actuel, en fait, est plus tourné vers l'international. Ok, bah c'est intéressant. Et puis de toute façon, les outils d'aujourd'hui permettent aussi facilement. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, je pense, quand on monte un média, c'est trouver sa communauté, c'est développer, partir de zéro. Et on avait une discussion avant sur la musique, parce que comme tu connais bien la musique, etc. Et tu disais effectivement, maintenant, ça s'inverse un peu, c'est-à-dire que à l'époque, les artistes étaient pas connus et étaient signés dans les labels. Et maintenant, les labels vont regarder s'ils ont une communauté, en fait. C'est ça. Avant de les signer, ils regardent sur une communauté. Et des fois, ils signent même les artistes parce qu'ils ont une communauté, même pas pour... c'est même pas au niveau, on va dire, affect de la musique. C'est vraiment parce qu'il y a une communauté derrière et qui va générer des streams. Qui dit générer des streams dit du passage radio. Qui dit du passage radio... dit des éditions. Donc c'est ça, c'est que aujourd'hui c'est d'abord les streams, enfin dans certains cas c'est d'abord les streams musicaux et s'il y a des streams c'est la radio qui passe après. Majoritairement c'est que ça. C'est aujourd'hui. C'est plus comme avant où tu devais te battre pour passer en radio, où tu avais des chances, tu connaissais le programmateur. Maintenant même les programmateurs regardent tes scores en fait en termes de stream ou en termes de c'est incroyable. Ils se calent là-dessus. Donc c'est incroyable. Et un autre truc que je trouve intéressant dans O5 et Au Calme, c'est que vous avez su quand même vous baser un peu sur des artistes, enfin, vous gravitez dans le milieu artistique, donc vous l'avez certainement pas fait forcément volontairement, mais vous êtes beaucoup basé en fait sur des communautés aussi existantes de par des artistes. C'est ça. Et les artistes, ils ont été ouverts à vous aider. Comment ça se... Enfin, je sais pas. Les artistes, je vais prendre des exemples simples, comme A$AP Rocky, Kendrick Lamar. On était vraiment les premiers à les diffuser en France, en fait. Ça veut dire quand ils commençaient tout juste à percer aux États-Unis, nous on les faisait percer en France, en fait. C'est-à-dire que c'est des artistes avec qui on a gardé des liens, que ce soit Mac Miller aussi, on était les premiers à les diffuser en France, ou je pense même à la télé tout court, parce que même à la télé aux États-Unis, c'était pas diffusé en fait. D'accord. Donc, et comment tu trouvais justement ces artistes-là? C'était de la veille que vous faisiez? C'est que de la veille. C'est que de la veille, constamment de la veille. Essayer de voir quel artiste va percer. Ok, qu'est-ce qui fait que lui se démarque par rapport à tel ou tel artiste? On était des directeurs artistiques en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi ça a plu parce que vous le médiatisiez quelque part. Et une dernière question un peu plus sur les modèles entre guillemets business. Vous avez fait des partenariats avec des marques parce que comme on disait aujourd'hui il y a les modèles c'est assez simple, ça va être de la bonne, comme à l'époque des chaînes télé, il y a les chaînes payantes, chaînes gratuites financées par la pub. Et vous étiez gratuit, donc vous aviez pas forcément de régie qui vous mettait des spots, donc c'était beaucoup du brand content. Vous avez fait comment ça se passait en fait? Vous alliez voir les marques ou c'est les marques qui venaient vous voir? Alors généralement c'est plus les marques qui viennent nous voir, comme ça peut être Red Bull qu'organise une compétition de snowboard à Avoriaz, qui nous invite à couvrir l'événement et à retransmettre l'événement en télé. Ça peut être aussi Nike, pareil, qui nous invite à un événement de basket, à faire un documentaire autour de ça, enfin un mini-doc, et le transmettre en télé. Donc généralement, c'est les marques qui nous contactent en fonction de leur calendrier, de leurs événements en fait. Et ça, c'était certainement dû au fait que vous étiez diffusé en télé, donc ça vous donnait de l'exposition, et ensuite les marques vous contactaient, vous avez fait des trucs avec eux. Ok, bah super. En tout cas, super intéressant ces différentes expériences et ce parcours. Du coup, on passe sur la dernière partie. La dernière partie, c'est des petites questions que je pose régulièrement. La première question, évidemment, sur les médias. C'est toi, quels médias tu consommes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je consomme principalement Instagram. Je suis dessus tout le temps. Ils m'ont eu. Instagram, en télé, je vais pas te dire O5, mais... Non, mais je veux dire Instagram télé, tu sais, l'appli IGTV, où tu regardes tout simplement les flux. Je regarde les flux, tout simplement. Je regarde vraiment les flux. Mais dans les flux, sans rentrer en détail, c'est des gens que tu connais, des influenceurs, ou est-ce que c'est des marques, des médias? Qu'est-ce que tu vas plutôt regarder en fait? C'est les deux. En fait, je regarde soit des médias qui ont déjà leur compte Instagram en fait, ou soit des artistes, des influenceurs. Ou je regarde beaucoup de sport aussi sur Instagram. Ok. Voilà. Donc là, tu regardes plus du tout de télé en fait? Honnêtement, je regarde la télé
que pour voir des matchs NBA. Ouais. Ou pour voir si O5 fonctionne bien. Ouais. Ou OKLM fonctionne bien. Mais sinon, je regarde plus de télé ou très rarement... j'allais dire BFM TV, mais même sur ton téléphone, t'ouvres ton téléphone, t'as toutes les infos, toute l'actu en fait. Dès que tu te réveilles le matin, quasiment. Donc, est-ce que du coup, ça résume pas un peu ce qui fait encore les quelques beaux jours de la télé, c'est-à-dire les événements sportifs? C'est ça. Et la news. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Aujourd'hui, je regarde la télé vraiment pour l'actualité et pour le sport. J'allais te dire Netflix, mais Netflix, c'est pas vraiment la... Enfin, non, c'est pas la télé, c'est un média. C'est un média que je regarde sur ma PlayStation. Ouais, tu vois. Même pas en télé. Mais tu regardes aujourd'hui, toi, tu vas consommer plus d'Instagram que de Netflix, par exemple. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais, donc les réseaux sociaux sont vraiment devenus des médias à part entière. Après, j'ai une autre question sur. J'aime bien demander quels médias les gens auraient aimé créer. En fait, s'ils en avaient pas créé. Bon, toi, t'en as créé, donc c'est encore plus compliqué pour toi. Mais disons que si t'avais pas créé O5, OKLM, est-ce qu'il y a des médias, des radios ou même tu vois, ça peut être YouTube, mais des médias que tu es admiratif, où tu te dis alors moi j'étais admiratif devant le projet de Tonje Bakang qui est AfroStream. C'était un projet que j'aurais voulu faire, et que j'aimerais bien faire, je pense aussi. Et franchement, chapeau à lui, quoi, parce qu'il avait ramené quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas en France. Et je suis pas sûr que ça existe dans le monde, vu que c'était vraiment une plateforme dédiée aux médias afro. Ouais, c'était communautaire, c'était communautaire, mais c'était vraiment du contenu vraiment très qualitatif qu'il allait chercher aux États-Unis. Donc du contenu produit par Tyler Perry, des grands producteurs américains, quoi. Et c'était pas des contenus produits au coin de la rue. Et donc c'est ce média-là que j'aurais voulu créer. Et qu'est-ce qui te plaisait dans ce média? C'est le fait de pouvoir rassembler une communauté, ou c'était le fait de faire découvrir des contenus? C'est le fait de faire découvrir des contenus qui n'étaient pas accessibles en France, en fait. Je pense que j'ai toujours été dans la découverte. C'est vraiment d'apporter cette touche-là, cette touche avant-gardiste, en fait. Voilà. Est-ce que tu penses que justement du coup créer des médias de niche, donc ou communautaires, ou c'est un bon levier pour démarrer un média, ou pas forcément? Je pense que c'est un bon levier, et puis après je pense qu'il faut savoir se généraliser, devenir un petit peu plus mainstream si on veut aller chercher peut-être des revenus un petit peu plus conséquents. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais faut bien commencer par quelque chose. Faut bien commencer quelque part. Est-ce que t'as un conseil à donner pour quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, ou est-ce que t'as un conseil à donner, toi qui as lancé des parce que quand on écoute un peu ton parcours, moi ce qui m'intéresse, ce que je trouve génial, c'est que en fait t'as fait les choses sans trop te poser, enfin tu t'es pas trop posé de questions, t'avais envie de faire les choses et t'as fait les choses en fait. Et je sais pas, est-ce que c'était pas forcément calculé, mais est-ce que tu continues d'être comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis justement de réussir ces choses-là? Je me suis toujours dit, écoute Nico, quand tu fais quelque chose, fais-le à fond, ou le fais pas du tout en fait. Donc je sais pas faire à moitié. C'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas, et je vais jusqu'au bout pour pas avoir de regrets en fait. Comme ça je me dis pas, si j'avais plus fait ça, plus... Voilà, je vis sans regret en fait. Donc c'est fais les choses à fond, c'est ça. Pas avoir de regret. C'est ça. Intéressant. Et est-ce que tu as des petits parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui demandent souvent, les gens qui passent, est-ce qu'ils ont des petits conseils à donner sur la productivité? Est-ce qu'ils utilisent des applications? Est-ce qu'ils ont des petits hacks, tu vois, qu'ils font pour mieux s'organiser? Ou est-ce que toi, tu regardes pas? Alors, moi, je suis vraiment à l'ancienne. Ça veut dire, même si j'ai un téléphone, je prends une feuille de papier, je me lève le matin, ou je le fais la veille, et j'écris sur une feuille de papier tout ce que je dois faire dans la journée. Et je le raye avec mon petit stylo. Et tu barres, il y a un sentiment quand tu barres les trucs. Alors j'ai mon bloc-notes dans mon téléphone. Il y a plein d'applications qui sont dédiées aux tâches. Non, mais moi aussi je suis un peu pareil. J'aime bien écrire, et l'écrire avec un stylo, je sais pas. Et après effectivement tu barres et t'as un sentiment. J'ai fini mes tâches. Je sais pas, ça a toujours été ça en fait. Donc tu te mets tes tâches le matin après écrit, tu les barres. Mais souvent je le fais la veille. Et comme ça, je me réveille le matin, j'ai déjà ma feuille qui m'attend dans mon salon et je vois ce que j'ai à faire.
Ok, bah cool, très cool. Si les gens veulent te suivre, t'envoyer un petit message de remerciement pour tout. Alors sur mon Instagram, c'est quoi, c'est Oyas Nicolas, OYAS Nicolas. Et puis j'essaye de répondre. Sur Insta, je suis joignable. T'as pas Twitter, j'ai LinkedIn, Twitter, mais je suis très peu dessus. Sur LinkedIn aussi, je peux répondre. Mais t'es vraiment, si on veut te joindre, c'est Instagram. Voilà. Et évidemment les Insta et les réseaux sociaux des chaînes, donc O5 et KLM-TV. KLM-TV disponible chez les opérateurs. C'est ça. C'est combien la chaîne 99 centimes. 99 centimes, voilà. Ok. Et ça permet, j'imagine, de produire du contenu, du contenu et de faire vivre la chaîne. Et ben super, merci à toi. Merci pour tout. Je vais juste rajouter un petit mot. J'ai parlé des soirées, mais j'ai pas parlé de James qui fait un travail magnifique depuis maintenant 5-6 ans qu'il est là. Voilà. Et surtout d'Eléa aussi, qui est la journaliste O5 aussi, qui fait un travail magnifique avec les interviews, qui nous a des artistes, a réussi à nous avoir des choses auxquelles j'aurais même pas pensé, que ce soit aux États-Unis, partout dans le monde. Donc voilà, je tiens à remercier ces deux personnes-là précisément, James et Léa, avec un clin d'œil à Fabien. Ok, bah c'est super cool. Et qu'est-ce qu'on souhaite du coup au O5, une belle renaissance, enfin une belle continuité, un bon renouvellement, voilà. Et au calme que ça continue à bien se passer. Ok. Ben merci à toi. Merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.